l'Inde. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Saad Hariri enchaîne les meetings politiques au lendemain de son retour au Liban. Le chef du courant du futur a rencontré ce samedi les ambassadeurs des pays du groupe international de soutien au Liban. Pour la première fois depuis la fin des affrontements meurtriers avec les djihadistes de l'État islamique, l'armée libanaise effectue des patrouilles à Ersal dans l'est du Liban et les habitants réintègrent leurs maisons. Des tirs de roquettes ont repris ce samedi matin dans la bande de Gaza vers Israël. L'armée israélienne a aussitôt répliqué par des bombardements dans des terrains vagues autour de la ville. Virus Ebola, plusieurs pays renforcent le contrôle des voyageurs en provenance d'Afrique de l'Ouest après l'alerte mondiale lancée par l'Organisation mondiale de la santé. Au lendemain de son retour à Beyrouth après 3 ans d'absence, l'ancien Premier ministre Saad Hariri enchaîne les meetings politiques. Le chef du courant du futur s'est entretenu ce samedi à sa résidence au centre-ville de Beyrouth avec les ambassadeurs des pays du groupe international de soutien au Liban. Une réunion largement consacrée à l'aide saoudienne d'1 milliard de dollars à l'armée libanaise et aux forces de sécurité. Objectif, renforcer leur capacité de frappe et de protection face aux menaces, notamment terroristes. Hariri a également, pendant ces meetings, il a également été question de l'aide internationale aux forces armées ainsi qu'au gouvernement libanais pour faire face à l'afflux massif de réfugiés syriens. Hariri s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur de Turquie, Hanan Ozildis, qui s'est félicité du retour au Liban du chef du courant du futur. Un retour qui, selon le diplomate, devrait paver la voie au dialogue entre les partis libanais et à la stabilité du pays. Saad Hariri s'est en outre entretenu par téléphone avec le chef du courant patriotique libre, Michel Aoun, le leader socialiste Walid Jumblat et le chef des forces libanaises, Samir Jarja, et qui l'ont tous félicité de son retour au Liban. Le ministre de la Défense, Samir Mokbel, s'est à son tour félicité du retour de Saad Hariri au Liban. Dans un communiqué, le responsable a salué l'engagement du chef du courant du futur en faveur de la stabilité et de la sécurité du Liban, espérant que l'aide saoudienne aux forces armées libanaises puisse se concrétiser dans les plus brefs délais afin d'aider l'armée et les forces de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense a d'ailleurs remercié au nom de son ministère et celui de l'armée l'Arabie saoudite et le roi Abdallah de leur soutien indéfectible au gouvernement et au peuple libanais. Pour la première fois depuis la fin des affrontements meurtriers avec les djihadistes de l'État islamique, l'armée libanaise a effectué ce samedi des patrouilles à Ersal, dans l'est du Liban. Dans ce village, les habitants sont certes contents de réintégrer leur maison, mais l'incertitude ressort dans les discours. Les islamistes avaient donc quitté la ville jeudi vers les zones reculées de cette localité frontalière avec la Syrie, à la faveur d'une médiation effectuée par le comité des ulémas musulmans. Les djihadistes retiennent toujours en otage une quarantaine de soldats et de policiers. Des négociations sont en cours en vue de leur libération. Les djihadistes exigent la libération des détenus islamistes de Roumier pour relâcher les militaires otages. Déjà, certaines voix se sont élevées, mettant en garde contre toute transaction avec les terroristes. Dans sa lutte contre les djihadistes, l'armée a perdu 17 de ses hommes. Au moins 86 militaires ont été blessés. Il y a aussi des pertes côté civil, mais les services de sécurité n'ont communiqué aucun chiffre pour l'instant. Le nombre de djihadistes tués au combat demeure tout aussi flou. Nohad Machnouk à Ain Tine, le ministre de l'Intérieur, s'est entretenu avec le président du Parlement, Nabi Berri, un entretien largement consacré aux derniers développements à Ersal et à la situation des habitants de la ville et des réfugiés syriens. Lors d'un point de presse, Machnouk a indiqué que la situation sécuritaire ne permettait pas pour l'instant d'organiser les législatives. Le mandat du Parlement prorogé de 17 mois en juin 2013 expire en novembre. Dans le nord de l'Irak, les forces américaines ont mené de nouvelles frappes contre des positions de l'État islamique, des frappes de drones et des bombardements aériens. Face à l'avancée des djihadistes, les troupes irakiennes et les Peshmerga combattent côte à côte, une image rare, signe d'une coopération entre Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan. Sa capitale Erbil, qui abrite
1,5 million d'habitants et du personnel américain est en effet menacé dans le centre du pays. Fallujah et Tikrit sont déjà aux mains de l'État islamique, mais aussi Sinjar dans le nord et Mossoul, la deuxième ville du pays. Partout, ces combattants sèment la terreur, notamment à l'aide de vidéos de propagande ultra-violente. Ils mènent une guerre psychologique afin de soumettre les populations et effrayer l'armée régulière. C'est la première fois que les États-Unis s'impliquent en Irak depuis le retrait de leurs troupes en 2011. Les tirs de roquettes ont repris ce samedi matin de la bande de Gaza vers Israël. L'armée israélienne, elle, a répliqué par des bombardements dans des terrains vagues autour de la ville de Gaza, selon des témoins. Après 3 jours de trêve, les raids de Tsahal ont visé principalement, donc je vous le disais, ces zones vidées de leurs habitants. Malgré la reprise des hostilités, les dirigeants du Hamas ont dit qu'ils étaient prêts à poursuivre les pourparlers, contrairement à Israël qui refuse de négocier sous le feu. Lors d'une émission télévisée, Tzipi Livni, la ministre israélienne de la Justice, a affirmé qu'il fallait continuer à agir avec force dans le sud d'Israël. 2 personnes ont été blessées par ces échanges de projectiles. En tout, 60 roquettes ont été tirées vendredi depuis la bande de Gaza, auxquelles ont répondu plus de 80 raids israéliens. L'opération Bordure Protectrice, lancée il y a un mois par Israël pour détruire les capacités militaires du Hamas, a fait 1900 morts côté palestinien, dont des centaines d'enfants. Côté israélien, il y a eu 67 victimes, 64 soldats et 3 civils. La Maison-Blanche n'a fixé aucune date de fin pour l'opération en Irak, mais répète que les États-Unis n'enverront pas de troupes au sol. Obama a expliqué dans son allocution hebdomadaire avoir autorisé les frappes en Irak pour protéger les personnels américains en poste dans la ville d'Erbil, dans le nord du pays. Des frappes qui se poursuivront si nécessaire selon Obama, qui a par ailleurs confirmé qu'il avait autorisé un effort humanitaire pour venir en aide aux milliers de civils qui ont fui la ville de Sinjar à l'approche des djihadistes. Vendredi, le président américain s'était entretenu par téléphone avec le roi Abdallah de Jordanie, dont le pays est aussi menacé par les combattants de l'État islamique. Malgré le conflit en Irak, direction le soleil pour Obama, qui part aujourd'hui en vacances, comme prévu, à Martha Vineyard, une petite île huppée dans le Massachusetts, où ils ont leur habitude estivale depuis 2009, avec au menu des parties de golf, des pique-niques à la plage ou encore des sorties au restaurant. Les premières victimes des djihadistes de l'État islamique en Irak, ce sont les minorités religieuses sur la route entre Mossoul et Soulaïmaniye. Les chrétiens affluent, ils sont pourchassés par les djihadistes jusque dans les villages où ils avaient trouvé refuge. L'État islamique ne veut ni des chiites, ni des sunnites, ni des chrétiens, ni des yazidis, selon ses habitants, qui ont tous été dépossédés de leurs biens. Ils en appellent au gouvernement, aux autorités du Kurdistan et à la communauté internationale pour les sauver. Certains s'enfuient même encore plus loin en Turquie. À Silopi sont réfugiés des centaines de yazidis, adeptes d'une religion très ancienne et considérés comme des adorateurs du diable par les djihadistes. La Turquie, qui partage une frontière de 370 km avec l'Irak, va intensifier son aide humanitaire à destination des minorités turkmènes et yazidis. Restez des nôtres au retour de la pause. Kiev et les puissances occidentales craignent une invasion russe de l'Ukraine. Retour sur le plateau de l'info, l'alerte mondiale lancée par l'Organisation mondiale de la santé a poussé ce samedi plusieurs pays à renforcer le contrôle des voyageurs en provenance d'Afrique de l'Ouest. Objectif, contrer la propagation d'Ebola qui a contaminé 2 nouvelles personnes au Nigeria. Comme le Libéria et la Sierra Leone, 2 des pays les plus touchés par l'épidémie. Le Nigeria a décrété l'état d'urgence sanitaire. 2 nouveaux cas ont été annoncés dans la soirée, portant à 9 le nombre de cas confirmés d'infection, dont 2 mortels. L'OMS pousse les pays à renforcer le contrôle des voyageurs venant donc d'Afrique de l'Ouest. Les autorités sanitaires américaines ont de leur côté indiqué qu'elles envoyaient davantage de personnel et de matériel sur place. En Côte d'Ivoire, les autorités ont décrété un niveau d'alerte très élevé face au virus. L'épidémie d'Ebola est cette année la plus importante et la plus sévère en 4 décennies. Ce virus, identifié pour la première fois en 1976, a fait près de 1000 morts depuis le début de l'année sur plus de 1700 cas présumés. Kiev et les puissances occidentales craignent une invasion russe de l'Ukraine. À Donetsk, l'un des 2 bastions séparatistes de l'Est comme dans les alentours, les combats à l'arme lourde continuent de faire rage. Les obus résonneraient jusque dans le centre-ville. Les forces ukrainiennes ont déploré 15 morts en 24 heures. Moscou a proposé de mener une mission humanitaire pour aider la population prise au piège. Washington rappelle que la Russie avait agi de la même façon avant d'attaquer la Géorgie en 2008.
Toute intervention unilatérale russe sur le territoire ukrainien, y compris sous couvert d'apporter une aide humanitaire, serait totalement inacceptable et profondément inquiétant, a averti Samantha Power, l'ambassadrice américaine à l'ONU. Cela serait considéré comme une invasion de l'Ukraine, a-t-elle ajouté. Des gardes frontières ukrainiens affirment avoir été attaqués par des tirs de mortier en provenance du territoire russe. Ils ont fait 4 blessés selon ces témoins. Selon l'OTAN, la présence militaire russe à la frontière est passée en 3 semaines de 12 à 20 000 hommes. Allez, bref, dans le reste de l'actualité, le cauchemar le cauchemar des rappels continue chez General Motors. GM annonce le rappel de 300 000 véhicules supplémentaires dans le monde, essentiellement en raison d'un problème de commutateur d'allumage. Depuis le mois de février dernier, c'est quelques 30 millions de véhicules du groupe automobile américain qui auront été rappelés dans le réseau. GM fait encore l'objet d'enquêtes de la justice américaine. De nombreuses plaintes ont été déposées contre le groupe devant les tribunaux. Des dizaines de milliers de personnes, dont des survivants, se sont rassemblées ce samedi matin à Nagasaki pour marquer le 69e anniversaire de la bombe atomique qui, 3 jours après celle d'Hiroshima, allait tuer 70 000 personnes dans cette ville le 9 août 1945. 1 minute de silence à 11h02 locale, l'heure à laquelle la bombe a transformé la ville en une boule de feu. Puis les discours en présence notamment du Premier ministre Shinzo Abe et de l'ambassadeur américain au Japon, Caroline Kennedy. Et c'était la première tempête tropicale à balayer Hawaï depuis 22 ans. Iselle, c'est son nom. Elle a été moins violente que prévu. 2000 personnes ont dû trouver refuge dans des abris d'urgence et 23 000 foyers ont été momentanément privés de courant. Mais le vent et la pluie sont encore là et ils vont rester forts sur l'archipel dans les prochaines heures car l'ouragan Julio, plus puissant, doit balayer Hawaï ce samedi soir. Il présente des vents soufflant jusqu'à 200 km/h et les pluies sont attendues jusqu'à 30 cm. Arnam Kaur, 23 ans, affronte fièrement le regard des autres. Elle est la star d'une exposition consacrée aux plus belles barbes du monde. Vers 11 ans, la jeune fille a commencé à avoir de la barbe, une pilosité due au syndrome des ovaires polykystiques. Après avoir lutté contre les poils qui recouvraient son torse et son visage, elle a fini par s'accepter telle qu'elle est. Elle se trouvait d'ailleurs plus féminine avec sa barbe. Aujourd'hui, la jeune femme est la star de Project 60, une exposition de photos consacrée aux plus belles barbes du monde. Son portrait rejoint celui de 59 hommes barbus issus des 4 coins du monde. Project 60 est à l'initiative de Beard Season, une association à but non lucratif qui vise à sensibiliser au cancer de la peau. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Saad Hariri enchaîne les meetings politiques au lendemain de son retour au Liban. Le chef du courant du futur a rencontré ce samedi les ambassadeurs des pays du groupe international de soutien au Liban. Pour la première fois depuis la fin des affrontements meurtriers avec les djihadistes de l'État islamique, l'armée libanaise effectue des patrouilles à Ersal dans l'est du Liban et les habitants réintègrent leurs maisons. Les tirs de roquettes ont repris ce samedi matin de la bande de Gaza vers Israël. L'armée de Tsahal a aussitôt répliqué par des bombardements dans des terrains vagues autour de la ville. Et virus Ebola, plusieurs pays renforcent le contrôle des voyageurs en provenance d'Afrique de l'Ouest après l'alerte mondiale lancée par l'OMS. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous ce soir avec ma collègue Nouraël pour un nouvel épisode de Code 24. À ce soir. وجه خادم الحرمين بتقديم دعم التمويل